31,8%, c'est la part du transport dans la consommation énergétique finale en France. Encore aujourd'hui, la voiture est le moyen de transport privilégié des Français. D'ailleurs, plus de 6 déplacements sur 10 sont effectués dans nos chères voitures. Quel est l'avenir de la voiture en France ? Peut-elle évoluer pour répondre aux enjeux de la transition énergétique ? Mais avant tout, quelles sont les problématiques liées au transport ? Il y a bien sûr la problématique environnementale, donc notamment toutes les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Il y a une autre problématique environnementale qui est liée à la pollution locale, aux émissions de particules fines, qui pose aussi beaucoup de problèmes. Et c'est un sujet qui est assez différent de la pollution au gaz à effet de serre. Il y a aussi des problèmes sociaux engendrés par la mobilité. Le problème principal, c'est bien sûr le temps passé dans les transports, donc c'est du temps perdu, que ce soit dans un bouchon sur l'autoroute, que ce soit dans des transports en commun saturés aux heures de pointe. Il y a évidemment le problème du coût financier de la mobilité. On est passé un peu à autre chose là, mais les problèmes sont toujours là. La crise des gilets jaunes avec sur le prix du carburant qui pose de graves questions. Il y a des problèmes liés à la santé, la sédentarité qui est amenée notamment par des pratiques assez faibles des mobilités actives qui permettent d'avoir une activité physique. Les transports en commun, c'est un peu moins le cas parce que généralement quand on prend les transports en commun, on a une partie plus ou moins importante de marche à pied qui se trouve avant ou après. Donc on est déjà un peu plus actif, mais effectivement faire l'intégralité de ces déplacements à pied ou à vélo permet d'avoir une activité physique plus importante. Il y a d'autres problématiques encore, comme la sécurité routière, le problème des blessés, des tués, qui restent à des niveaux encore jugés comme beaucoup trop élevés en France. Et enfin, je terminerai, sans être exhaustif, par le problème de la consommation d'espace, notamment en milieu urbain. On est sur des territoires qui sont contraints, tout le monde veut aller au même endroit au même moment, dans les zones d'activité commerciale, dans les zones d'emploi en semaine. Et c'est difficile d'offrir la possibilité à tout le monde de venir avec un véhicule qui a déjà une emprise au sol, une dizaine de mètres carrés, plus les accès, plus etc. Depuis plusieurs décennies, les normes de pollution toujours plus drastiques se succèdent. Parallèlement, le moteur des voitures a régulièrement gagné en efficacité. Tous ces progrès conduisent paradoxalement à une légère augmentation des émissions de CO2 des voitures par rapport à 1990. Ceci s'explique par l'augmentation du parc automobile, par l'augmentation de la masse des voitures et par une augmentation du nombre de kilomètres parcourus. Encore un bel exemple de l'effet rebond. Au grand mot, le grand remède. La loi d'orientation de la mobilité, votée le 24 décembre 2019, prévoit l'interdiction de la vente de voitures thermiques d'ici 2040. Avant d'enterrer définitivement la voiture thermique, voyons quel type de véhicules lui succéderont. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? La voiture individuelle, il ne faut pas se cacher la face, c'est un outil exceptionnel. Elle m'amène à destination juste là où je veux aller. Je n'ai pas de question de correspondance à faire. Je peux le faire à toute heure du jour et de la nuit, en sécurité relative à l'intérieur de mon véhicule. J'ai pas de problème de gestion des intempéries. Sauf que, comme on l'a vu, il y a plein de problèmes qui se retrouvent pas forcément à l'échelle individuelle, mais qui sont des problématiques collectives. Simplement changer de mode en passant d'une voiture thermique à une voiture électrique ne résoudrait qu'une petite partie des problèmes, sans dire que ça en créerait de nouveaux avec la question des batteries, par exemple, des voitures électriques qu'il faut fabriquer, qu'il faut derrière recycler, etc. Il y a tout un tas de terres rares à récupérer à droite à gauche. Et puis, il pourrait y avoir des problèmes de quantité disponible pour électrifier l'intégralité du parc. Il y a le problème de la production d'électricité aussi. Une voiture électrique, ça consomme autant de place qu'une voiture thermique, donc il faut toujours autant de place de parking. C'est même pire parce qu'il faut les équiper de bornes de recharge électrique pour satisfaire les usagers, donc c'est encore plus compliqué.
et plus cher. Ça a autant d'accidents qu'une voiture thermique, si ce n'est pas plus. Et des bouchons de voitures électriques, ça reste des bouchons de voitures. C'est aujourd'hui la solution vers laquelle on pousse beaucoup aussi pour des questions d'emploi, des questions d'habitude qu'on a du mal à faire évoluer. Concernant la voiture à hydrogène, les problématiques restent sensiblement les mêmes que pour la voiture électrique. Encore très peu développée aujourd'hui, le coût de ces véhicules par rapport à celui des véhicules électriques est prohibitif. De plus, le rendement énergétique de la production à la consommation d'hydrogène est largement inférieur à l'utilisation de batteries. En revanche, la voiture hydrogène peut compter sur une autonomie relativement importante, avec un temps pour faire le plein équivalent à celui des voitures classiques. Enfin, l'usage des véhicules hydrogène permet de réduire considérablement la quantité de terres rares utilisées, hormis le platine, nécessaire à la fabrication de la pile à combustible. Ces raisons nous poussent à croire que l'hydrogène sera utilisé principalement pour équiper les poids lourds. Ceci dit, tout comme l'électricité, n'oublions pas que l'hydrogène est un vecteur d'énergie, c'est-à-dire un moyen de transporter et de stocker l'énergie. L'utilisation de l'hydrogène n'a donc de sens que s'il est fabriqué sans émission de CO2, ce qui n'est actuellement pas le cas puisque 94% de l'hydrogène en France est produit à partir d'énergie fossile. L'hydrogène pourrait être produit à plus large échelle par électrolyse de l'eau à partir d'énergie décarbonée. Les voitures hybrides, quant à elles, permettent d'économiser du carburant et de réduire légèrement les émissions de CO2 grâce à l'emploi d'une batterie, avec la contrepartie environnementale que nous avons déjà évoquée. Ces véhicules sont également en général plus lourds, ce qui ne permet pas une utilisation sobre de l'énergie. Ils ne seront de toute façon pas épargnés par l'interdiction de la vente de voitures thermiques en 2040. Il y a la question de la voiture autonome, qu'on n'a pas encore évoquée, qui est très compliquée. Une voiture autonome en tant que telle, si c'est juste pour pouvoir faire autre chose pendant qu'elle conduit et qu'on ne change rien, que chacun possède sa propre voiture, ça n'a d'un point de vue congestion aucun intérêt. On pourra peut-être augmenter un petit peu la capacité des réseaux routiers parce que les voitures pourront rouler plus proches, elles communiqueront entre elles, mais ça ne va pas révolutionner la face du monde de ce point de vue-là. On pourrait même avoir des problématiques avec des circulations plus importantes parce que les gens accepteront d'être plus longtemps dans leur voiture parce qu'ils pourront faire autre chose, travailler, dormir, se divertir. On va peut-être aussi avoir tendance à dire à sa voiture tu me déposes dans le centre-ville et puis tu retournes te garer plus loin. Donc ça veut dire énormément de kilomètres parcourus en plus. La vraie chose qui serait intéressante, ce serait que les voitures autonomes soient non plus des voitures possédées par les ménages, mais que ce soit plutôt des taxis autonomes. Donc des voitures partagées au final. Là, ça peut être potentiellement intéressant. Mais ça pose d'autres questions sur la cohabitation avec les autres modes. Un gros sujet, alors je suis pas spécialiste de ces questions-là, mais un gros sujet pour moi, c'est comment ces véhicules autonomes vont interagir avec l'ensemble des autres modes de déplacement. Déjà au début, il y aura des voitures classiques qui vont continuer à circuler. On sait que les voitures autonomes, quand elles ont fait des tests en respectant scrupuleusement des paramètres de sécurité, elles n'arrivaient pas à s'insérer dans la circulation. Il fallait qu'elles, entre guillemets, prennent des risques. Pour rentrer sur une rocade d'une métropole, quand c'est chargé, il faut au final un peu forcer la main. Si on attend que quelqu'un nous laisse passer, on peut attendre très longtemps. Donc déjà, sur ces environnements très routiers, c'est problématique. Mais alors après, vous la mettez en centre-ville avec des piétons, des vélos, des scooters, d'autres voitures, des bus. Je vois mal comment ça peut bien se passer. Et le jour où il n'y aura plus que des véhicules autonomes, il y aura quand même des vélos, des piétons, à minima. Les piétons, au début, ils vont faire attention, ils vont dire j'ai peur, il y a des voitures autonomes, donc ils vont bien regarder, etc. Quand ils vont commencer à comprendre que dès qu'ils mettent un pied sur la route, toutes les voitures s'arrêtent pour les laisser passer, en quelques semaines, mois, années, tous les piétons vont traverser n'importe comment la rue sans se soucier des véhicules qui sauront pertinemment qu'ils vont s'arrêter. J'ai beaucoup de mal à voir des véhicules autonomes qui ne seraient pas sur des sites propres protégés des piétons circuler à des vitesses commerciales correctes. Si c'est pour traverser une ville et qu'on fasse du 2 km/h en moyenne parce qu'on s'arrête tous les 30 mètres parce qu'il y a un piéton qui passe ou n'importe quoi, ce ne sera pas intéressant de le faire en voiture, autant le faire à pied, on ira beaucoup plus vite. Donc il y a un vrai enjeu sur ces voitures autonomes à aussi ne pas transformer nos villes en circuits de voitures autonomes et qu'on puisse continuer à circuler à pied, à vélo et autres dans ces zones urbaines. Après, sur de l'interurbain ou autre, sur autoroute, c'est un autre sujet et ça peut être effectivement intéressant aussi en termes de sécurité routière, évidemment.
Bien conscient qu'il est impossible de supprimer complètement la voiture dans notre société, il nous semble important de concevoir différemment les véhicules du futur pour limiter leur impact environnemental, pour ne citer que cette problématique. Pour réduire la consommation d'un véhicule et ses émissions de CO2, on pourrait les alléger et brider leur puissance. D'après une étude de l'ADEME, une diminution de puissance de 50 chevaux pourrait amener un gain de 3 à 5% de consommation de carburant selon la taille du véhicule. La voiture est encore trop largement utilisée parce qu'elle a des avantages indéniables. Dans cette vidéo, nous nous sommes concentrés sur la consommation d'énergie et les émissions de CO2 des voitures. Pourtant, d'autres problématiques sont liées à celle-ci. Sociétales, sanitaires, sécurité routière et bien d'autres encore. La loi L'Homme acte la fin des véhicules thermiques au profit principalement des véhicules électriques qui sont loin d'être exemplaires. Il est donc important de moins utiliser la voiture et de façon plus raisonnable. D'autres mesures sont inscrites dans cette loi pour développer des alternatives à la voiture qui vous seront présentées dans notre prochaine vidéo. Encore un sujet passionnant. Résumé en peu de temps, À la prochaine. on rend l'antenne. Si vous avez des remarques ou des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et pour suivre nos prochaines vidéos, abonnez-vous.